Donc, en effet, maintenant, l'oligurie. Donc, pour parler d'oligurie et pour comprendre la physiopathologie de l'oligurie, je pense que c'est important de reprendre un petit peu la physiopathologie, la physiologie de la production d'urine en conditions normales. Donc, la production d'urine sous la dépendance du rein en 2 grandes étapes. La première étape, c'est celle-ci, c'est l'étape de filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire, ça va nous permettre de passer d'un débit sanguin rénal d'environ 1 litre par minute à une formation d'urine primitive de 180 litres par jour. Donc 180 litres par jour, ça veut dire qu'il y a 15 à 20% du débit sanguin qui passe dans le rein qui va être filtré. Si je le convertis en millilitres minute, ça fait 120 millilitres minute. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est bien effectivement le débit de filtration glomérulaire qu'on utilise pour monitorer la fonction rénale. La deuxième étape, c'est de passer des 180 litres par jour d'urine primitive à ce qu'on va finalement excréter, c'est-à-dire 1,2 litre par jour d'urine. Donc on va réabsorber ici, tout le long du tube urinifère, environ 99% de notre urine primitive. C'est un énorme travail pour le rein. C'est évidemment, si ça dysfonctionne, ça ne marche pas. On ne peut pas uriner 180 litres d'eau par jour. Alors revenons un peu à cette première étape, l'étape de filtration glomérulaire. Pour qu'elle fonctionne, il faut 2 choses. La première chose, c'est une membrane, et une membrane qui soit perméable. Cette membrane, c'est la membrane glomérulaire qui a 3 couches. Une première couche qui est la couche endothéliale, une deuxième couche qui est la membrane basale, et puis une couche qui est formée un petit peu des extensions cytoplasmiques des podocytes glomérulaires. Donc la perméabilité membranaire va permettre le passage d'eau et de soluté à travers la membrane. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir une force motrice pour pousser cette eau à travers la membrane glomérulaire. Donc c'est la pression d'ultrafiltration, et ça va dépendre de plusieurs choses. D'une part, la pression moyenne dans le capillaire glomérulaire, on dit qu'elle est environ de 45 mm de mercure. Et puis va s'y opposer la pression qui règne dans les voies urinaires normalement, qui est d'environ 10 mm de mercure. Cette pression, elle peut augmenter dans les situations pathologiques, justement, où on a une obstruction des voies urinaires, soit une obstruction, par exemple, de la sonde ou au niveau des voies urinaires, soit une obstruction au niveau des tubules rénaux. Ça fait une pression hydrostatique de 35 mm de mercure. Et contre cette pression hydrostatique, on a également une pression oncotique, puisque les protéines restent dans le compartiment sanguin, a priori, si tout va bien en tout cas. Et donc, cette pression oncotique va s'opposer au passage d'eau du compartiment sanguin vers le compartiment urinaire. Au total, finalement, la pression qui va générer l'ultrafiltration au niveau glomérulaire, c'est environ 10 mm de mercure. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose, c'est finement régulé. La deuxième étape, donc l'étape de réabsorption tubulaire, elle se produit tout au long du tubule rénal. Sur la première partie, au niveau du tube proximal, on va réabsorber 65% de nos 180 litres d'eau filtrée initialement. Ça, c'est une réabsorption qui se fait avec le sodium. C'est le site principal de réabsorption d'eau et de sodium. C'est d'ailleurs pour ça que les diurétiques qui agissent à cet endroit-là sont ceux qui ont le pouvoir de diurèse le plus important. Au niveau de l'anse de Henle, on va avoir un effet de concentration qui va permettre de créer ce gradient cortico-médulaire. Donc ici, on va réabsorber de l'eau libre. Et puis, au niveau de la branche ascendante de l'anse de Henle, on va plutôt réabsorber du sodium. Ensuite, on a également une réabsorption d'eau au niveau du tube distal. Et puis, finalement, au niveau du tube collecteur, il va rester seulement 5% de nos 180 litres. Et c'est là qu'on va faire la régulation la plus fine de la diurèse sous l'effet des aquaporines. Les aquaporines, c'est donc des petits canaux qui vont venir s'insérer au niveau de la membrane des cellules et permettre à l'eau de diffuser du compartiment urinaire vers à nouveau le compartiment vasculaire. Cette diffusion, elle est libre et donc elle est sous la dépendance d'un gradient de concentration qui va être établi en partie par ce gradient cortico-médulaire qui s'était créé dans l'anse de Henle. Alors, ça, c'est la base. Évidemment, selon les situations auxquelles on peut être confronté, il va falloir une régulation fine. Si vous êtes passé au stand de l'ASFAR hier, vous allez probablement beaucoup uriner. Et en revanche, si vous êtes de garde, que vous n'avez pas bu et que vous vous occupez de vos patients toute la nuit, vous allez probablement très peu uriner et donc votre rein va faire un gros effort pour réabsorber toutes les osmoles et l'eau.
Ça, d'ailleurs, ça a été montré dans ce BMJ que vous avez peut-être vu, qui est un BMJ de Noël. Donc, évidemment, il y a toujours un petit peu quelque chose, on va dire, d'original. Et là, ils ont apparié des patients avec leurs médecins et ils ont montré que les médecins avaient 2 fois plus de chances de développer une oligurie. Heureusement, ce n'était pas associé à une augmentation de la mortalité, mais donc ça peut faire réfléchir un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on va venir réguler justement en fonction de nos besoins cette production d'urine? Eh bien, c'est des mécanismes neurohormonaux. Le premier, c'est celui-ci, on le connaît tous, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, avec 2 triggers pour ce système. D'une part, une chute potentiellement de la pression artérielle dans l'artériole afférente qui va amener le sang dans le glomérule. Et d'autre part, quelque chose de très intéressant au niveau de cette unité fonctionnelle qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans vos souvenirs de l'externat, on avait appris ça. Dans l'appareil juxtaglomérulaire, on a des cellules qui composent la macula densa et qui vont être capables de senser un petit peu la quantité de sodium qui passe au niveau du tube contourné distal, ici. Donc une fois qu'on est quand même censé en avoir réabsorbé beaucoup. Donc si à cette zone-là, si à ce moment-là, il en reste beaucoup dans le tube contourné distal, le message va être « Ouh là là, on ne réabsorbe pas assez de NaCl, il y a peut-être une dysfonction tubulaire, il va falloir contracter l'artériole afférente pour faire baisser un petit peu le débit de filtration. » En revanche, au contraire, s'il y a peu de NaCl, parce que le débit de filtration glomérulaire est bas, par exemple, le message va être « Sécrétons de la rénine ». Et pourquoi il faudrait sécréter de la rénine ? La rénine dans le système angiotensine-aldostérone, ça marche comme ça permet de transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1, qui elle-même va être convertie en angiotensine 2, et l'angiotensine 2 va venir exercer ses effets au niveau rénal par la sécrétion d'aldostérone qui va permettre la mise en œuvre des canaux ENaC et donc la réabsorption d'eau et de sodium, une activation du système sympathique et puis une vasoconstriction au niveau des artérioles afférentes et surtout efférentes. Deuxième système neurohormonal qui va permettre de réguler la quantité d'urine émise, c'est le système de l'arginine vasopressine, qu'on connaît aussi sous le nom de ADH pour antidiurétique d'hormone, ça porte très bien son nom. Cette hormone, elle est synthétisée au niveau des noyaux hypothalamiques, on va voir après les stimuli de sa synthèse. Elle est stockée et sécrétée dans l'hypophyse postérieure, et puis quand elle va être sécrétée dans la circulation, elle va aller se lier au récepteur rénal V2 pour favoriser l'insertion des aquaporines justement dans le tube collecteur, et donc la réabsorption d'eau libre. C'est son effet antidiurétique. Les stimuli à la sécrétion d'ADH, ça va être une augmentation de l'osmolalité plasmatique, des nausées, des vomissements, de la douleur, l'utilisation de morphiniques ou de l'hypotension. Tout ça, c'est quand même des choses qu'on voit fréquemment chez nos patients, en particulier, par exemple, ceux en post-opératoire. Alors donc, quels sont les déterminants de l'oligurie ? La baisse de la diurèse. Donc, tout d'abord, il y a des déterminants hémodynamiques évidents, la baisse du débit cardiaque, de la pression artérielle moyenne, du débit sanguin rénal, mais quand même dans des proportions assez importantes. Le rein va pouvoir autoréguler un petit peu jusqu'à un certain point. Une altération de l'hémodynamique intrarénale avec un déséquilibre entre la pression de l'artériole afférente et efférente qui va changer la pression au niveau du capillaire intraglomérulaire. Une augmentation de la PVC avec surtout de la congestion rénale. Une obstruction sur les voies excrétrices, donc soit sur les voies urinaires, soit au niveau des tubules rénaux. Donc ça, c'est pour le versant un petit peu filtration. Et puis pour le versant réabsorption, eh bien, une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone ou une synthèse d'ADH vont entraîner une réabsorption d'eau, donc une oligurie. Avec tout ce que je vous ai dit, vous avez déjà dû voir qu'il y avait un peu 2 oliguries. Il y a cette oligurie ici qui est physiologique. Le rein, il va faire son travail de régulation précise, donc qui va s'adapter à une situation d'hypovolémie, de nausée, de douleur, de vomissement, donc avec l'activation des systèmes neurohormonaux et l'oligurie. Et puis de l'autre côté, on a les mécanismes pathologiques de l'hypoperfusion, de l'inflammation, des néphrotoxines, des nécroses tubulaires qui vont aussi conduire à de l'oligurie. Alors comment est-ce qu'on fait pour différencier tout ça ? Est-ce que, par exemple, la définition de l'oligurie qu'on a mis dans le syndrome acute kidney injury peut nous aider à distinguer une oligurie physiologique et pathologique ? On a plutôt envie de dire oui, si ça fait partie de l'AKI, ça doit être pathologique. Alors regardons dans cette étude qui a été menée dans l'équipe d'Antoine Schneider en Suisse à Lausanne, on voit que les oliguries qui répondent au stade 1, donc 0,5 ml/kg pendant 6 heures, ne sont pas associées à une augmentation de la mortalité. Alors c'est intéressant.
Comment est-ce qu'on avait identifié ce seuil, 0,5 ml/kH pendant 6 heures? Et bien ça, c'est des anciennes études, ça remonte sur, vous voyez, les années 1940. On a pris des volontaires sains, on les a fait jeûner et on a regardé jusqu'où ils pouvaient concentrer leurs urines. Et on voit que la concentration des urines, elle est maximale à 500-700 ml/h par 24 heures. Donc ce seuil-là, il a été repris, converti, normalisé sur le poids et sur l'heure. Donc ça nous fait 0,5 ml/kH pendant 6 heures. Et ce qu'on voit également dans cette étude, toujours de l'équipe d'Antoine Schneider, c'est que finalement, entre 0,5 ml/kH et 0,2 ml/kH, vous voyez, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité chez des patients de réanimation. En revanche, à 0,2 ml/kH, un seuil beaucoup plus précis, là, on a une vraie augmentation de la mortalité. On anesthésie réanimateur. Ce résultat-là, ce seuil, il se retrouve également sur des populations chirurgicales où on voit que l'association aux outcomes, elle se fait plutôt pour des seuils de diurèse qui sont plus bas. Deuxième piste pour distinguer un peu une oligurie physiologique ou pathologique, ce serait regarder la biochimie urinaire. Et là, tout ce qu'on a vu sur la fraction d'excrétion du sodium, sur les biomarqueurs, malheureusement pour l'instant, ça ne permet pas de correctement discriminer ces deux types d'oligurie. Troisième piste, ce serait la clinique. Est-ce qu'un patient, par exemple, qui est précharge dépendant, qui va répondre à un remplissage vasculaire, va avoir une oligurie plutôt fonctionnelle, va répondre aussi au niveau de la diurèse au remplissage? Ça ne marche pas non plus. Donc finalement, on n'a pas grand-chose à l'heure actuelle pour discriminer correctement une oligurie physiologique d'une oligurie avec une atteinte tissulaire rénale. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que probablement la clinique peut nous guider. Bien évidemment, si votre patient présente un état de choc, une altération de la perfusion tissulaire, il est probablement avec des lésions tissulaires rénales. En revanche, si c'est un patient en post-opératoire, il a jeûné, il a probablement un déficit hydrique, il vous dit qu'il a soif, son ADH doit être élevé, il réabsorbe de l'eau de façon totalement adaptée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Vous pouvez lui apporter de l'eau, bien sûr. Donc voilà, en conclusion, l'oligurie, c'est un mécanisme qui est complexe, qui est extrêmement finement réglé. Savoir placer le curseur entre quelque chose de physiologique et de pathologique, c'est pas facile. Néanmoins, c'est pas parce que c'est physiologique qu'il ne faut rien faire, parce que par exemple, l'hypovolémie, on a une réponse physiologique, mais si on ne fait rien, on va évoluer vers de la nécrose tubulaire. C'est sur la dépendance d'une partie de filtration et de réabsorption. La définition actuelle, 0,5 ml/kH pendant 6 heures, je vous invite à rester attentif parce que c'est possible que ce soit amené à bouger un peu dans les années à venir et à être revu pour des seuils un peu moins sensibles. Les biomarqueurs urinaires, peu discriminants en réanimation. Et pareil, l'association débit cardiaque, réponse au remplissage vasculaire et diurèse, pour l'instant, ne nous permet pas vraiment de discriminer les différents types d'oligurie qu'on peut rencontrer. Je vous remercie.